Rétrofuturisme, urban fantasy, des genres encore mystérieux qui se ressemblent, s'assemblent et se séparent et qui fascinent aussi. C'est au Salon international de science-fiction de Nantes, les Utopiales, que nous avons déniché pour en parler un auteur flirtant entre urban fantasy et steampunk, Johan Elliot, et le docteur steampunk français, Étienne Barrier. Bonjour, Étienne Barrier, auteur essayiste dans le domaine des littératures de l'imaginaire. Je suis Johan Elliot, j'écris dans les genres de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, depuis maintenant 15 ans, puisque j'ai publié mon premier livre, La Lune seule le sait, chez Nemos en 2000. Et j'écris autant pour adultes que pour la jeunesse, de plus en plus ces dernières années d'ailleurs pour la jeunesse, là où il se publie de plus en plus de science-fiction, qui reste quand même mon genre de prédilection. Le mot, c'est KW Jeter dans les années 80, dans le courrier des lecteurs du magazine Locus, où il y avait toute une polémique pour savoir qu'est-ce que c'était que ces fictions victoriennes que Jeter, James Blaylock et Tim Powers écrivaient. Et lui, sous le terme d'une boutade, ce n'est ni rien, enfin vraiment rien d'autre, a dit on a appelé ça du steampunk. Parce qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était le cyberpunk. Donc là, une science-fiction très engagée, très militante, très radicale, très sombre. Et il l'a construit sur le mot cyberpunk, le mot steampunk, qui n'était qu'une blague à l'origine. Sauf que cette blague-là a créé le mot qui a permis de définir la chose. Et une fois que je peux nommer quelque chose, je peux me l'approprier, je peux reconnaître mes propres goûts, etc. Donc steampunk en soi est un mauvais mot, mais c'est le meilleur mot possible. Donc pour décrire ces fictions, au sens très large, rétrofuturistes, qui imaginent ce qui se serait passé si le futur était arrivé plus tôt. C'est que le steampunk est une littérature qui a 30 ans maintenant. Donc c'est une erreur, parce que c'est un raccourci de la pensée, de penser que c'est une mode qui vient de naître, parce que tout d'un coup, on voit apparaître partout sur Internet des photos, des représentations, des dessins. Mais cette éclosion, en fin de compte, est le produit d'une explosion lente qui a commencé il y a 30 ans. Et qui a commencé en littérature. Donc le steampunk a d'abord été une littérature, puis s'est diffusé dans les arts plastiques, les arts graphiques, la musique. On peut penser à la trilogie en bande dessinée de Cécile, Le Réseau Bombis, qui se déroule à Bordeaux. Et là, c'est un Bordeaux art déco absolument sublime. La particularité du steampunk, c'est que justement, il peut se décliner en fonction des différentes cultures sur lesquelles il s'hybride. Donc le fait de faire donc, du steampunk victorien, du steampunk édouardien, du steampunk à la Belle Époque, mais on voit naître actuellement du steampunk espagnol, du steampunk asiatique, du steampunk africain. Et à chaque fois, l'hybridation se fait sur la culture nationale. Et donc, met à jour, dans un grand mouvement multiculturaliste, toute cette richesse d'imaginaire. Il peut se mélanger à la fantasy, à la science-fiction, au polar, à l'historique pur, donc en négligeant tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Il n'y a pas de limite parce que le steampunk n'a jamais été défini. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de règles sur ce qu'est le steampunk et ce qu'il n'est pas. C'est dans le regard de celui qui voit. Donc j'ai pu parler à quantité d'artistes qui rejettent l'étiquette steampunk puisqu'ils rejettent l'étiquette. Parce que quand Alan Moore fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il ne connaissait pas l'existence du mot steampunk. Mais ça, c'est le propre du génie, d'être dans l'air du temps et de capturer quelque chose. Et ce n'est qu'après qu'on lui a dit, mais c'est du steampunk. Et lui, d'accord. Johan Elliot, c'est la même chose. Le mouvement lui-même qui se fait que chacun va inventer son steampunk. Ce qui explique aussi la richesse et la force du steampunk qu'on peut voir dans tout ce qui est cosplay et compagnie. Parce qu'on n'a pas la limite
avec les guillemets de rigueur, la limite du personnage préétabli. Je suis plutôt dans la tradition du jeu de rôle grandeur nature. Je crée mon propre personnage. Il y en a qui emploient le terme de Steamsona. Je crée mon propre personnage et je crée son histoire, je crée quelque chose ex nihilo. Et c'est un mouvement qu'on ne voit pas dans d'autres. Les amateurs de Star Trek, de Star Wars peuvent faire des costumes très élaborés, mais qui vont tendre à reproduire ou à récupérer une fidélité avec l'original. Et c'est pour ça qu'on peut voir du steampunk Star Wars apparaître, du steampunk Star Trek apparaître, où là c'est bien de la parodie, de la blague, un Dark Vador steampunk. Le steampunk est un tabouret qui a 3 pieds. Je dis 3 pieds pour penser à nos amis américains qui mettront toujours Edgar Allan Poe dans l'équation. Mais c'est H.G. Wells et Jules Verne. Voilà. Que ce sont des auteurs que vous connaissez même si vous ne les avez pas lus. Donc ils font partie d'une culture au sens large qui vont définir aussi bien une nation qu'un État. Et tout le monde connaît Jules Verne, qui est l'écrivain le plus traduit au monde, l'écrivain français le plus traduit au monde, qui est le père fondateur avec H.G. Wells de la science-fiction, parce que Jules Verne n'écrivait pas de science-fiction, mais il a ouvert la porte et il n'écrivait pas du steampunk, mais parce que le steampunk va être un regard en arrière qui va regarder ce que faisaient Jules Verne et H.G. Wells. Donc tout le steampunk, là chez les moutons électriques, qui est mon 3e livre sur le steampunk. Donc le premier c'était en 2010, Steampunk, point d'exclamation, qui était le premier essai jamais écrit sur l'histoire du mouvement et son esthétique. Ensuite pour les éditions AQSF, j'ai fait le guide steampunk, qui lui était un guide de lecture, un guide pratique pour quelqu'un qui voulait découvrir rapidement et efficacement ce qu'était le steampunk. Entre-temps, steampunk s'est épuisé en librairie et l'éditeur a eu la bonne idée de proposer de partir sur un beau livre, un livre d'art intégralement en couleur, qui ferait non pas l'histoire du steampunk, mais l'histoire du rétrofutur et du rétrofuturisme au sens le plus général possible, dont le steampunk est actuellement la pointe la plus visible. Donc c'est faire un essai encore plus large et avec encore plus d'ambition dans le champ qu'il embrasse. Non, parce que d'une part il y a beaucoup de productions, notamment anglo-saxonnes, en termes d'analyse et d'études sur le genre, mais avec toujours dans l'idée qu'un livre écrit par un Américain sur le steampunk va surtout s'attacher au steampunk américain et peut-être négliger des sensibilités ou avoir d'autres points de vue qu'un Européen, ça indubitablement. La Bible steampunk là, qui a été traduite chez Brajlon est vraiment remarquable. Mais voilà, on n'a pas du tout la même approche. J'ai le même problème de façon générale, mais par rapport à d'autres livres. Le plus souvent, quand on 9 fantaisies urbaines sur 10 qu'on peut avoir à lire, ce sont des traductions et donc c'est Londres ou c'est une ville américaine, etc. Donc déjà, moi je tenais à avoir un décor le plus français possible. Et donc c'est vrai que j'ai choisi, alors je suis pas du tout parisien, mais je crois que si j'avais choisi les villes que je connais vraiment, je pense qu'en termes d'imaginaire, en termes d'approche du lecteur, je sais pas si les mêmes scènes, toutes mes scènes de cimetière, elles fonctionnent au Père-Lachaise, parce qu'il y a un imaginaire qui est déjà rattaché, mais je pense que si j'avais choisi le cimetière d'Épinal où j'habite, je crois que ça n'aurait pas fait tout à fait la même chose. Voilà. Même si dans le deuxième volume, en revanche, là je me suis amusé à mettre en scène les décors que je connais, puisque mes personnages viennent faire un petit tour dans les Vosges à un moment donné.
Ah, alors il y a un livre très précisément, c'était un des tomes de la grande anthologie de la science-fiction copilotée par Gérard Klein, c'était un livre de poche. C'est la fameuse série Histoire de, c'est en fait des recueils de nouvelles, et c'était Histoire de robots. C'est un bouquin qui m'est arrivé entre les mains par l'intermédiaire de la prof de français que j'avais au collège, et c'était un choc, voilà. C'était, je crois, la première fois que je lisais de la vraie science-fiction. Alors, c'est un recueil qui réunissait un peu tous les grands maîtres classiques de la science-fiction. Et voilà, je suis tombé dedans à ce moment-là et j'ai continué depuis. Alors, c'est dur comme question. Là, actuellement, il y a une série de Pete Ballantyne qui n'est pas encore traduite, que j'aime beaucoup. Et que je prie qu'un éditeur français ait la bonne idée de traduire cela. En lecture contemporaine, j'aime beaucoup ce que fait quelqu'un comme Cécile Duquesne, qui publie alors c'est un mix de steampunk et de science-fiction, Les Foulards Rouges, donc en édition numérique exclusivement pour l'instant, en attendant les volumes, et qui retrouve l'esprit du feuilleton, parce qu'à chaque livraison, il faut attendre le numéro suivant, et ça c'est vraiment un vrai plaisir de gosse, de retrouver l'attente, et non plus faire comme maintenant, consommer cette série télé par série de 18 épisodes à la fois. Est-ce que j'ai parlé de Ian MacDonald aussi, voilà, un écrivain que j'aime beaucoup. Mais c'est une question vache, parce que je sais que dans 5 minutes, je vais me dire, ben, j'aurais dû dire ça. Alors, c'était pas mon intention. Maintenant, je me rends compte parce que vous n'êtes pas la première à me le dire. Et je dirais que malheureusement, c'est pas la position la plus confortable parce que quand on est précurseur, ça veut dire que on est souvent ignoré. Quand il est sorti dans sa première version Fiery Hackers, c'était en 2007. Il est passé, hélas, assez inaperçu. Aujourd'hui, j'apprécie qu'on me dise oh, c'était précurseur. Oui, j'aurais préféré finalement être dans l'air du temps et qu'on le remarque. Donc, c'est pour ça que j'espère que cette nouvelle parution le permettra. Non, c'était disons simplement à l'époque. Je ne suis pas du tout dans le milieu du jeu vidéo et je dirais même je ne connais pas grand-chose. J'ai connu la préhistoire du jeu vidéo des années 80 et j'ai arrêté à peu près à ces moments-là aussi. Mais m'intéressant aux évolutions de l'ordinateur et autres, de monde virtuel, voilà, j'ai trouvé amusant de concilier un univers basique de fantasy avec ce qui est presque son contraire le plus absolu, le milieu high-tech, les réalités virtuelles, le jeu vidéo. Peut-être, alors, j'avoue que je ne l'ai pas relu depuis un certain temps, mais il n'est pas impossible que j'ai glissé ici ou là peut-être certaines remarques. Pessimiste, peut-être pas vraiment, voilà, vraiment sans m'en être rendu compte. Non, mais sinon toutes les scènes, oui, donc la scène avec les boutiques, etc. Moi ça m'amusait, je veux dire, voilà, je vais être coupable. Là où j'assume complètement, c'est sur la vision que je montre, que j'ai, c'est la mienne, du monde de l'entreprise, des startups en l'occurrence, mais enfin je l'élargis. Là c'est vraiment mes positions, clairement, voilà, c'est clairement un monde que je n'aime pas, donc je me suis vraiment amusé avec le patron de la startup. J'ai conscience que c'est de la caricature, mais voilà, bon, encore que parfois. Ah ben ça au sens large, la culture populaire, c'est celle qui m'a nourri. Quand moi j'ai découvert toutes ces cultures, donc quand j'étais pré-ado, au début des années 80, ce qui m'est tombé entre les mains tout de suite, c'est cette culture-là. Alors en littérature, c'était les feuilletonistes, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, ces gens-là. C'était beaucoup leurs adaptations filmées. Très tôt, j'ai rencontré cette culture-là et elle m'a formé tout autant, sinon plus au début, que la science-fiction. C'est vrai que voilà, je fais référence, je crois, à Willem Dafoe. Plutôt que de s'embêter à décrire quelqu'un, voilà, prenons quelqu'un qui a une gueule, que les gens peuvent connaître, et puis voilà. Ça peut paraître bizarre de vous dire ça, mais je ne me préoccupe pas de la question du style. Je ne pense pas avoir un style particulier, puis d'ailleurs je le fais évoluer selon les projets.
C'est vrai que par exemple, un roman de fantasy urbaine, qui a en plus beaucoup de références historiques, donc je pense que j'ai adapté mon style à peut-être à ces références. Mais si par exemple j'écris de l'anticipation pour la jeunesse, ou même pour la jeunesse, j'aurais, je pense, un style peut-être plus sec, plus, enfin je sais pas. Je garde pas un style sur toute ma production, et honnêtement, c'est pas réfléchi. En cours d'écriture, je m'aperçois en revanche qu'effectivement, il y a un style qui s'adapte à un univers précis. Mais j'essaie de ne pas me poser cette question. Je pense que plus on se pose cette question, plus on s'interdit les choses, ou plus peut-être on se bloque parfois. Donc vraiment, j'essaie d'évacuer tout ce genre de questionnement au départ.